Je suis très heureuse de prendre la parole et donc de profiter de cette occasion pour apporter mes salutations au président de la zone euro-méditerranéenne et aussi aux autres autorités qui vont participer à cette table ronde. Après avoir parlé de mobilité internationale, l'une des infrastructures permettant de favoriser la mobilité est bien l'harmonisation de la formation et des systèmes de formation. J'ai eu la chance de travailler avec Alma Lauréat depuis 10 ans déjà. Au cours de cette longue période, j'ai vu l'évolution de la vocation des activités d'Alma Lauréat en Europe, mais aussi dans une perspective internationale, perspective euro-méditerranéenne, qui au cours des dernières années a joué et joue un rôle stratégique. Le directeur, le professeur Camilli, pourra bien sûr apporter son témoignage direct. Merci donc de cette opportunité, de cette chance. Je souhaite à toutes et à tous bon travail. Je vais donner la parole immédiatement au professeur Camilli. Alors, essai technique. J'ai oublié de présenter Gianna Fregonara, qui est journaliste du quotidien Corriere della Sera, qui va poser des questions à tous les collègues qui sont ici. Nous avons organisé cette table ronde. Pourquoi? Je l'ai dit ce matin, peut-être quelqu'un d'entre vous l'a oublié. Notre rêve, notre propos fondamental est le suivant. On a bien bâti Alma Lauréat, qui est la même pour toutes les universités d'Italie, mais nous avons quand même un rêve. Essayer de la construire dans le bassin de la Méditerranée. Si on bâtit Alma Lauréat dans le bassin de la Méditerranée, il sera bien plus facile, plus utile et plus favorable au point de vue économique de nous rencontrer et de réaliser ce que nous n'avons pas encore réalisé. C'est pourquoi, ce matin, j'avais lu une phrase importante de notre très cher Braudel, dont il était question, qui parle bien sûr, de l'importance de la Méditerranée. Depuis plusieurs années, on a déployé des efforts avec la contribution de la Commission européenne, qui a été bien plus généreuse que le ministère italien, il faut le reconnaître, je vous le dis avec toute franchise. Et donc pour mettre sur pied, pour réaliser cette pour essayer de l'élargir pendant 3 ans au moins, Alma Lauréat au Maroc, en Tunisie, en Arménie, en Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro. Et c'est un bon point de départ pour commencer de travailler. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons invité bien sûr les présidents des universités respectives de ces pays. Notre journaliste du Corriere della Sera, Madame Fragonara, et bien sûr nous avons invité Madame Liliana Popovic, qui va parler de tous les organismes de Serbie, Bosnie, Herzégovine, Croatie, etc., qui va parler à leur nom et pour le prompt. Nous avons invité le président de l'Association pour la Méditerranée. Nous avions invité le président de l'université d'Oujda, qui n'est pas ici malheureusement, mais qui est très bien représenté par son vice-président. Monsieur Dogui, qui est le président de l'université de Monastir, Thomas Yen, qui est l'université de Yerevan. Et étant donné qu'on a travaillé avec eux en coopération avec, à plusieurs occasions, on a invité aussi la Banque mondiale. Ce matin, je dis que le 5 juin 2013, on nous a invités à Washington, c'est la Banque mondiale qui nous a fait l'invitation pour présenter les modèles d'Alma Lauréat.
Ça a été une belle reconnaissance, une aide considérable pour voir comment fonctionne cette banque des données et comment il est possible de l'exporter. Aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, nous avons collecté au jour d'aujourd'hui 2 millions de CV. Bien sûr, elle est devenue aussi Alma Diploma. Et nous nous enorgueillissons du fait qu'en 2011, sur le Time Education, il y a un article qui a été publié sur 8 colonnes. Bella Figura, on nous a décerné en prix Nice parmi toutes les universités italiennes et on essayera. On reviendra, à Helsinki les premiers jours d'avril prochain pour rencontrer tous les présidents des universités à la conférence d'Helsinki. On nous a invités à ces propos, avec cet objectif. Et que, si vous le permettez, je voudrais vous faire part de questions qu'on voudrait poser à nos jeunes amis. Alors, nous allons ouvrir cette fenêtre sur les pays Balkans et sur la Méditerranée pour ce qui est des projets financés par l'Union européenne et qui sont gérés par Alma Laurea. Si on considère la mobilité, les données sur la mobilité des étudiants en Italie, des étudiants étrangers aussi, ces données nous disent qu'il y a une mobilité au sein de l'Union européenne, mais aussi une mobilité dans la zone de la Méditerranée. Et donc, on arrive en Italie. Ce sont des jeunes gens des pays de la rive sud de la Méditerranée qui arrivent en Italie. Alors, ces projets dont on a parlé, Monsieur Kamel, et qui concernent par exemple la faculté d'ingénieurs pour les pays Balkans, nous aimerions à penser pour certaines professions, pour certaines facultés, en marché du travail un peu plus commun. Et donc, c'est la question que je voudrais bien poser à Madame la Présidente de l'Université de Belgrade, Madame Popovic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de l'Université des Arts de Belgrade, j'ai le plaisir de vous apporter mes salutations à tous les collègues qui sont ici. Comme il a été dit, ces projets a concerné les études de l'école d'ingénieurs. Alors, qu'est-ce que cela a à faire à l'Université des Arts, à l'école d'ingénieurs? Mais ces projets nous ont permis d'atteindre des résultats intéressants et donc pour nous, c'est un honneur que de pouvoir y participer. De prime abord, je voudrais vous apporter des informations, quelques informations qui concernent cette Université des Arts de Belgrade. C'est bien quelque chose de différent par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. C'est une institution spécifique de formation supérieure orientée aux compétences et pratiques artistiques et pour tous ceux qui ont une sensibilité vis-à-vis de l'art. Nous avons 4 facultés, musique, arts appliqués, beaux-arts et arts dramatiques. Nous avons 55 ans d'expérience, donc nous respectons la tradition, c'est là sans dire, mais nous sommes aussi ouverts à de nouvelles formes, de nouvelles approches artistiques. C'est pourquoi le travail pratique, mais une bonne partie de la recherche font partie de nos programmes. Aujourd'hui, nous avons 2700 étudiants. Nous avons 500 professeurs personnels qui travaillent à l'université dans les différents domaines, y compris les sciences sociales. Notre université est fort sélective et donc on a limité le nombre des étudiants, des professeurs qui font partie de l'univers de l'art et qui sont reconnus. Sont à la base de notre succès. Donc notre université joue un rôle important pour le développement des arts et des techniques dans notre région, mais aussi dans notre pays dans son ensemble. Par-delà l'enseignement,
On fait aussi des études multidisciplinaires. On organise des cours d'été d'art et nous avons publié 270 volumes. L'Université des Arts et nos 4 facultés aussi sont reconnues au niveau de la carte de la formation de l'éducation internationale. Et donc, cela a des conséquences pour nous. Nos professeurs sont invités pour tenir des cours ou bien des programmes qui s'adressent aux étudiants et d'autres coopérations importantes au niveau des programmes internationaux dans les cadres de dizaines de projets. Parmi ces projets, il y a le projet Adria Hub. C'est un projet important pour nous. On voulait consolider la coopération économique et institutionnelle dans le bassin de la Méditerranée avec un réseau institutionnel de représentants des universités, des entreprises et d'organisations d'autres natures, en améliorant la capacité de recherche de l'université d'un côté et d'autre côté, le niveau d'innovation industrielle dans le bassin de la Méditerranée dans son ensemble. Ces projets étaient axés sur l'interaction entre la recherche et l'innovation. Ce projet a été financé dans le cadre pas de l'Union européenne. L'Union européenne, bien sûr, accompagne les différents pays dans leur processus de rapprochement à l'Union européenne. Et donc, il y a 3 partenaires de 3 pays. Il y a tous les partenaires, tous les pays Balkans qui participent à ça, à partir de la Croatie jusqu'à la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Notre partenaire principal dans ce projet, c'est Alma Lauréat, en essayant d'appliquer ce modèle à des situations pratiques et concrètes. Et donc, nous voici donc, c'est le premier résultat d'importance. Nous avons une première phase déjà achevée. Nous avons mis au point des outils permettant l'intégration internationale. Premier outil. Élargir la banque de données Alma Lauréat pour les universités internationales, donc pour les écoles d'ingénieurs. Deuxième objectif, créer une plateforme générale en tant que source d'information pour le domaine professionnel, pour la mise au point de compétences et en matière de recherche dans le cadre pour ce qui est des universités qui participaient au projet. Troisième outil, deuxième phase des projets Adria Hub, c'est un système commun de projets de recherche et de développement. Aujourd'hui, les partenaires sont en train de travailler à la deuxième phase de ce projet. Et on prévoit d'utiliser tous ces outils qui ont été mis au point pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes connus par le secteur professionnel qui ont trait à l'innovation et à l'employabilité. Ce système Alma Lauréat sera utilisé pour embaucher les jeunes ingénieurs pour créer des équipes internationales qui travaillent ensemble à l'université. Le but est de mener à bien de projets de recherche dans le cadre industriel, notamment pour l'industrie du bois et aussi dans le secteur de la durabilité des systèmes écologiques. À part les résultats novateurs, l'objectif principal est de promouvoir le positionnement et le placement aussi de nos licenciés sur les marchés. Et bien sûr, cela en favorisant la cohérence entre leur correspondance, la conformité entre leurs compétences et les besoins de l'industrie. La consolidation de l'innovation, la formation qualifiée, ce sont tous des éléments qui vont favoriser l'employabilité de ces jeunes diplômés universitaires. Ce sont les points clés de ce projet Adria Hub. En tant que présidente de l'université des Arts de Belgrade, je crois que c'est un très bon résultat. Une contribution importante a été apportée par l'Université de Belgrade au projet Robot Training à l'Université des Arts appliqués de Belgrade. Ce projet Robot Training a été réalisé avec la coopération du département
de l'école d'ingénieurs, du département de l'école d'ingénieurs de Bologne. Nos étudiants ont réalisé des robots avec la coopération de Stefano Berardo pour essayer de arriver à un niveau de plus en plus sophistiqué. On a on a réalisé des prototypes qui permettent le développement de nouveaux projets de la part des étudiants, bien sûr. Même le site Internet a été créé par les étudiants eux-mêmes pour favoriser la coopération avec les partenaires italiens pour présenter leurs projets, aussi pour évaluer tous les projets que l'on a présentés et choisir le meilleur. Tous les participants à ces projets ont participé au séminaire Robot Training de Bologne et à cette occasion, on a présenté les projets les meilleurs à l'occasion d'une exposition ad hoc que l'on a montée à Bologne. Nous sommes orgueilleux d'être ici avec nos partenaires si importants dans le cadre du projet Adria Hub. À notre sens, cela entraînera des résultats importants et donc sera en mesure de satisfaire sa mission. Et donc, à travers ce projet de diplomatie culturelle, comme on l'a qualifié ce matin, quelque chose bouge au sein de l'Union européenne qui, par contre, pour ce qui est de la rive sud de la Méditerranée, est moins présente que par le passé. Et c'est la question que nous allons poser à Ilan Seth, qui est vice-secrétaire général de l'Union de la Méditerranée, mais on lui a posé des questions et donc à ces propos, on va vous faire passer son interview. Alors, quelqu'un a du mal à prononcer mon nom. Je suis toujours moi. Je suis professeur de microbiologie. Je travaille en tant que vice-secrétaire général de l'éducation supérieure et de la recherche dans l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée représente 43 pays. Autrement dit, tous les pays de l'Union européenne, qui sont au nombre de 27, plus 15 pays qui font partie du bassin de la Méditerranée. Au total, ça fait 43 pays. Le niveau le plus élevé pour ce qui est de la Méditerranée, c'est le niveau le plus élevé au niveau de la Méditerranée parce qu'il y a les ministres de la zone qui ont approuvé les décisions de cette organisation. Nous essayons d'améliorer la vie de cette zone méditerranéenne et notamment de la rive sud de la Méditerranée en mettant au point de recherche qui soit susceptible d'aider à surmonter les problèmes et donc en mettant au point de programmes pour les étudiants, pour le master et donc pour les diplômes et des spécialisations aussi. Maintenant, l'université va jouer le rôle de hub pour les étudiants du Nord et du Sud. On va se concentrer sur les énergies alternatives et donc sur l'héritage de la Méditerranée et aussi sur les rapports internationaux qui ont trait à la Méditerranée. Au total, donc, nous sommes concernés dans ces projets et je dois vous dire que l'objectif principal de ces projets est bien d'augmenter l'employabilité des étudiants. À ces propos, Alma Laurea peut jouer son rôle, ce consortium interuniversitaire italien qui gère le banque des données des universités qui sont plus de 77, ce qui permet aux patrons, aux entrepreneurs de trouver les personnes qu'il leur faut. Et donc, la collecte des données et l'enregistrement de ces données dans une banque des données nous permet de dire parfaitement quelle a été la formation de ces étudiants. Et donc, nous voulons développer avec Alma Laurea la même chose, à commencer par le Maroc et la Tunisie
et ensuite élargir ce projet à d'autres pays. Bien sûr, nous avons besoin de financement, comme cela est le cas pour n'importe quel projet, étant donné que tout cela est fort important. Si nous arrivons à former une banque de données pour toutes les universités de la rive sud de la Méditerranée, eh bien, nous serons à mesure de présenter aux patrons les personnages, les étudiants les plus adéquats pour pour exercer les professions que ces entrepreneurs demandent. L'employabilité sera donc plus améliorée, étant donné que le chômage sévit dans la rive sud de la Méditerranée. Alma Lauréat a été en mesure de résoudre certains problèmes en Italie et nous voulons transposer ce modèle et l'élargir, l'appliquer à d'autres pays pour favoriser l'emploi et l'employabilité des diplômés dans le cadre des projets. Vous avez parlé du projet ISLA qui, depuis 4 ans, le projet est en train de coordonner au Maroc et en Tunisie. Et maintenant, nous avons le professeur Abdelrader de l'université. Madame vous demande quelle est votre université. Et je vous pose la question suivante. Je voudrais demander si ce projet qui concerne les universités marocaines est un projet Je m'excuse, dit madame. Alors, si ce projet crée aussi une compétition, mais à la hausse entre les universités marocaines. Bien sûr, on a vu, ce sont des instruments qui permettent d'avoir, bien sûr, des outils contre le chômage. Mais est-ce que cela pousse les universités à avoir une concurrence, à la hausse? Avant de répondre à la question de madame, je tiens tout d'abord à m'excuser de parler en français parce que je ne connais pas parler l'italien. Je tiens tout d'abord aussi à remercier infiniment toutes les organisations, mais surtout le consortium Alma Lauréat, de nous avoir invité à cette merveilleuse conférence. Depuis qu'on suit avec attention depuis ce matin, qu'on a appris beaucoup de choses. Je tiens aussi à présenter les excuses de Monsieur le Président Sador, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, parce qu'une mission d'urgence ne lui a pas permis de faire ce voyage. Alors, Madame a parlé d'Islah, mais avant le projet d'Islah, il y avait le projet Grinza, bien sûr piloté par Alma Lauréat, et qui a permis effectivement de nous aider sur un axe très très important sur lequel notre projet de développement de l'université a pris beaucoup de temps de réflexion pour le mettre sur le chantier. C'est l'axe de l'accompagnement des étudiants et surtout l'insertion professionnelle de nos lauréats. Alors avant, l'université Mohamed Ier d'Oujda s'équipait d'un centre qu'on appelle le SIOV, Centre d'information d'orientation de la vie estudiantine, qui effectivement c'est le point d'entrée de l'étudiant pour son information et son orientation. Il l'accompagne le long de son cursus universitaire, aussi sur le point de sortie. C'est là, effectivement, que la remise de diplôme et dans l'inscription dans la base de données de Grinza. Alors, ce projet Grinza nous a permis 3 choses importantes. La première, c'est effectivement faciliter l'insertion de nos lauréats par effectivement la déclinaison des CV, des compétences de notre production via un réseau important.
Maintenant, M. Camille a parlé d'1 million d'inscrits, mais puisque nous sommes une petite université, on est arrivé maintenant jusqu'au 6 mars dernier, on a inscrit à peu près 13 000 lauréats. C'est-à-dire les 100% de nos lauréats depuis 2010 sont inscrits dans la base de données. Ça, c'est qui est très, très important. La deuxième des choses, c'est donner la visibilité aux recruteurs. C'est très important, surtout au Maroc, où il y a le système d'information et de communication qui n'est pas bien développé. Donc, c'est un moyen important de donner cette visibilité aux recruteurs. La troisième des choses, qui est aussi son importance, c'est de réadapter nos formations en fonction des besoins de la société, surtout du milieu socio-économique. Quand on a le feedback des sociétés, il y en a telle filière où le taux de recrutement est important et d'autres filières où il y a un taux de recrutement faible. Donc là, on a le moyen de réadapter nos formations sur le besoin du socio-économique. Alors ça, c'est du point de vue GRINSA. D'abord, maintenant, le projet GRINSA a pris sa fin. Et là, pour pérenniser ce projet, donc il y a ce deuxième projet ISLAH. C'est lui qui se focalise effectivement sur une chose aussi importante, à savoir la création des observatoires de compétences à l'échelle soit nationale, régionale ou dans le pourtour méditerranéen. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, si je reviens à votre question, qu'est-ce qu'il apporte comme compétitivité entre les universités? Donc, je pense on commence à travailler. Il y en a des universités qui ont commencé dès le début avec GRINSA et d'autres qui arrivent parce qu'ils ont vu et l'importance de ce moyen. Donc, je donne l'exemple des universités qui arrivent après le début de l'opération. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, là aussi, on ne peut pas effectivement répondre exactement 100% à votre question. Voilà. Alors, du point de vue mobilité aussi, c'est important ici de parler de la mobilité. Il faut que les frontières s'ouvrent. On a parlé beaucoup tout à l'heure de la migration des cerveaux ou de l'exode des cerveaux à part le monde. Ça, c'est une chose normale. Le Maroc, et surtout les pays du nord de l'Afrique, ont connu ce drame, si je mets entre guillemets, depuis X temps. Tous les cerveaux sont ailleurs. Et aussi, je pense qu'il faut voir le sens inverse. La mobilité nord-sud, il ne faut pas aussi sous-estimer le déplacement nord-sud, surtout quand on parle maintenant de l'Afrique et la croissance importante des pays africains. Là aussi, il faut voir cette opportunité pour aider ces pays à mieux se développer et à maintenir leur croissance. Et voilà, donc pour ne pas monopoliser trop la parole, bon, merci madame. Grazie. Quindi funziona. Donc ça fonctionne très bien au Maroc, professeur Kameli, bien que ça soit très peu donné. Un projet similaire, on l'a aussi en Tunisie. Et on le demande au président de l'université de Monastir, monsieur Dogui. Alors tout d'abord, je m'excuse aussi comme mon collègue de parler en français parce que je ne maîtrise pas cette belle langue qu'est l'allemand. Ensuite, je voudrais remercier particulièrement le professeur Kameli de m'avoir invité ici, surtout de pouvoir participer à cette conférence. En fait, s'il y a un constat que j'ai fait, c'est que comment, à partir d'une base de données bien remplie, comment on peut traiter un ensemble de problématiques tellement diversifiées comme je viens de le voir. Alors, pour le projet ISLAH en Tunisie, donc, nous n'avons pas eu GRINSA, donc ça a démarré depuis 1 année et demie, mais j'avais
j'avais été sollicité aussi pour dire un mot concernant la mobilité des diplômés, en particulier par rapport aussi à l'harmonisation de l'enseignement à l'Europe. Donc, si vous le permettez, je voudrais un peu le dire. Alors, dans la table ronde précédente, le problème de la fuite du cerveau a été analysé et l'Italie qui se pose des questions, surtout par rapport à l'écart entre les partants et les rentrants. Alors, que dirait-on d'un pays tel que la Tunisie en termes d'écart entre sortants et partants? Donc, le problème de la mobilité des diplômés se pose d'une manière importante. Et je voudrais dire juste qu'à partir du moment où le marché de l'emploi est devenu international, donc le problème de mobilité internationale des diplômés, cette internationalisation du marché de l'emploi a généré une mobilité de plus en plus forte. Et cette mobilité, comment on la voit du côté du pays de la Tunisie, du pays du Sud ou des pays qui sont en voie de développement, elle est à deux échelles. À l'échelle individuelle, la migration pour un emploi peut être soit par nécessité, parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'embauche dans le pays d'origine, ou par choix motivé par une carrière partielle ou totale jugée plus performante au pays d'accueil. Tout à l'heure, on parlait essentiellement de la deuxième possibilité, mais la première possibilité pose problème aussi. Il est connu, ça a été montré, qu'une expérience internationale au cours du cursus universitaire ou juste peu après l'obtention du diplôme est un facteur positif et encourageant pour le choix d'une carrière professionnelle internationale. Et la plupart des universités, et plus particulièrement celles des pays développés, ont pris conscience depuis quelques années de ce phénomène et ont adopté une démarche d'internationalisation souvent fortement supportée par les autorités publiques, politiques. C'est le cas en particulier pour la communauté européenne avec ses divers programmes de financement, Erasmus+, qui vont venir et H2020. Les questions, quelle stratégie adopter pour une internationalisation des universités, pour quel objectif, avec quels outils ont été et continuent à être des sujets de débat au sein des universités et des États. Plusieurs pays ont adopté des choix stratégiques et les ont annoncés. En particulier, des mesures permettant l'amélioration de l'offre de la formation de l'université pour une meilleure employabilité à l'échelle internationale ont été prises. Alors, je voudrais poser une question qui va paraître peut-être incongrue pour les universités des pays développés. La question est la suivante. Est-ce que les universités doivent-elles encourager la mobilité internationale des diplômés? Alors, je précise, il est évident qu'il n'est pas question de pouvoir empêcher les personnes s'ils peuvent trouver des carrières professionnelles meilleures, etc. Donc, il n'est pas question de fermer un peu cette voie. Mais est-ce qu'il faut quand même les encourager? En fait, la question est légitime pour celle des pays en développement. En effet, la mobilité est largement déséquilibrée en faveur des pays développés, et ceci, à mon point de vue, pour des raisons essentielles. La première raison est relative au déséquilibre de la rigidité des passages aux frontières, les visas et des procédures d'obtention du permis de travail, très souples du nord au sud et très sélectifs du sud vers le nord. En caricaturant, on peut dire que seuls les diplômés de haut niveau peuvent facilement passer du sud vers le nord. Donc c'est le phénomène de fuite du cerveau qu'on vient de discuter. Et la seconde est relative à l'attractivité du pays du Nord en termes de salaire, du niveau de vie et d'opportunités de carrière professionnelle très brillantes.
l'écart étant, en termes de salaire, extrêmement important. Alors, en plus de ce déséquilibre, un pays tel que la Tunisie, ainsi que d'autres pays du Sud sont confrontés à un très fort taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, il y a un dilemme entre ouvrir, donc pour pouvoir faire travailler ces diplômés, ou fermer pour garder les cerveaux. À mon point de vue, donc, les pays de ce type ont intérêt à cibler un marché international de l'emploi à travers au moins 2 mesures. La première concerne l'amélioration de l'offre de formation de l'université pour une meilleure employabilité à l'échelle internationale. La seconde concerne l'amélioration de la visibilité de l'université à l'échelle internationale. Donc, on aboutit, j'arrive donc au point concernant la formation pour un marché de l'emploi euro-méditerranéen. Il me semble qu'il y a 2 points particuliers, enfin, je vais signaler 2 points particuliers. Le premier concerne la bonne visibilité, en particulier pour le monde socio-économique et la reconnaissance des diplômes des universités et de l'espace euro-méditerranéen. L'harmonisation de l'enseignement supérieur dans une perspective euro-méditerranéenne contribue fortement à cela. L'adoption du système LMD par les pays européens et par d'autres pays du pourtour méditerranéen comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie est un pas important dans ce sens. D'autres actions sont à encourager. Le renforcement des mobilités étudiants-enseignants entre universités. Le cadre européen existe, les projets Erasmus+. Le renforcement des coopérations scientifiques et des projets de recherche en réseau. Le cadre aussi existe, européen, H2020. Le renforcement des doubles diplômes et de la codiplomation. Les universités des pays du Sud qui choisissent de s'intégrer dans cette perspective doivent faire des efforts importants pour améliorer leur attractivité en termes de mobilité du Nord vers le Sud. Parce que même dans les mobilités d'étudiants qui existent actuellement, on constate beaucoup plus de mobilité du Nord vers le Sud en termes d'étudiants que de Sud vers le Nord. Et le second concerne l'aide à l'insertion professionnelle des diplômés à l'échelle euro-méditerranéenne. Les structures d'aide à l'insertion professionnelle des diplômés et l'aide à la recherche d'emploi dans les universités, surtout celles du Sud, doivent tenir compte de l'offre d'emploi à l'échelle euro-méditerranéenne. Une plateforme de type Alma Laurea étendue à tout le pourtour euro-méditerranéen serait un challenge à gagner. Et enfin, pour répondre à votre question en ce qui concerne le projet ISLA, en fait, les universités tunisiennes actuellement n'ont pas d'activité de suivi des diplômés. Et donc, c'est un démarrage et c'est parmi les projets, personnellement, à l'Université du Monastir, que je suis plus particulièrement, compte tenu de sa retombée future, surtout dont actuellement c'est annoncé, les universités tunisiennes, leur premier problème maintenant, c'est le problème de l'employabilité de leurs diplômés. Merci. Grazie di questa fotografia molto Merci, merci pour cette photo très intéressante de la réalité tunisienne et l'importance qu'aurait l'harmonisation des systèmes de formation universitaire dans une perspective euro-méditerranéenne. On se déplace à l'Est pour mieux comprendre le projet en cours avec l'Arménie. L'Arménie qui partage des problèmes de nos réalités pour ce qui est du chômage de jeunes. On dépasse un taux de 40%. Et donc tout cela peut être comparé avec nos standards. Quelles sont les perspectives donc de ce projet d'exportation du modèle Alma Laurea dans vos universités? Chers collègues, mesdames et messieurs,
Je voudrais profiter de cette possibilité et remercier les organisateurs et remercier pour l'accueil. Donc, mesdames et messieurs, merci pour m'accueillir. La formation a toujours été un élément primordial. C'est l'un des outils principaux pour la survie des Arméniens, l'une des nations les plus anciennes au monde. De temps à autre, les réalités très dures ont un impact dramatique sur tout aspect de la vie de la nation, et notamment pour l'Arménie. L'un des domaines les plus vulnérables, c'est le marché de l'emploi et les problèmes liés au travail et à l'emploi. Le rôle des diplômés et de l'enseignement supérieur est un rôle indispensable pour la capacité d'entrepreneurs, l'innovation et le développement des pays. Mais aujourd'hui, nous avons une réalité où les diplômés ont du mal à trouver un emploi. Sur la base des qualifications qu'ils ont obtenues à l'université, cette situation ne s'applique pas seulement à l'Arménie, elle s'applique aussi à bon nombre de pays européens. L'écroulement de l'Union soviétique, un processus douloureux de transition, tout cela a posé des implications différentes, crise économique, pauvreté de la population, baisse de la demande sur le marché de l'emploi. Tout cela a demandé des réformes, notamment pour ce qui est du système de formation dans la République arménienne. L'Arménie a besoin et met en œuvre des réformes dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Et on cherche aussi, toutes les personnes ayant un niveau élevé, eh bien, ces personnes cherchent à se mettre à jour constamment, car le marché de l'emploi ne fait que changer. Ces années-ci, le processus européen de réforme est devenu une réalité tangible dans les différents pays et pour les citoyens. L'Europe de la connaissance est reconnue comme un facteur capital pour le développement humain, social et économique de la société. La République arménienne, en se joignant au Conseil de l'Europe et au processus de Bologne, a déployer des efforts pour ce qui est des processus européens. L'Arménie est prête à mener à bien toutes les réformes nécessaires et devenir un pays membre qualifié de l'Europe. Le 19 mai 2005, la République arménienne et son ministre de l'enseignement et des sciences et de l'éducation a souscrit le communiqué des ministres de l'éducation européen et donc l'Arménie fait partie officiellement du processus de Bologne et s'est engagée à parachever la mise en œuvre des principes les plus importants du processus de Bologne dans ses axes spécifiques avant 2010. Et donc l'Arménie fait partie de la zone de l'enseignement supérieur européen dans le cadre du processus de Bologne. Les conditions juridiques pour la mise en œuvre des principes du processus de Bologne ont été établies moyennant une loi et par toute une série de décrets qui ont été promulgués dans la période 2001-2005. Ensuite, on a eu la stratégie pour l'enseignement supérieur approuvée par le gouvernement en 2002. Donc, il y a une petite note. Il y a la traduction en italien et en français. Donc, il serait bien de suivre. Alors, il serait bien de pouvoir bien suivre ce que Monsieur le Président dit. Il y a eu donc une loi sur la formation professionnelle
Cette loi a été approuvée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2004 et d'autres documents juridiques pour satisfaire aux conditions d'un marché du travail en changement continu et pour faire partie de la communauté mondiale. L'Arménie promulgue constamment des réformes dans le domaine de l'enseignement. L'Université d'État d'Yerevan, l'établissement de l'architecture et de la construction, eh bien, ces structures ont mis en œuvre des réformes. L'université a créé son centre d'orientation pour l'emploi. Tout cela, bien sûr, pour développer la situation des jeunes étudiants afin qu'ils puissent trouver un bon emploi à l'avenir. Et maintenant, je voudrais confier les conclusions mosaico che abbiamo visto in questi interventi. Eh bien, pour tirer les conclusions de cette série d'interventions, excusez-nous, mais il y a un petit problème technique. Quelques instants de patience pour jeter un peu de lumière sur la question. Alors, nous allons continuer. Je demanderai donc les conclusions à Madame Nina Arnold de la Banque mondiale. Elle s'occupe d'enseignement supérieur auprès de la Banque mondiale pour ce qui est des pays MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc une zone avec des changements énormes. Mais aussi pour ce qui est de l'enseignement, donc une région à forte contradiction. Donc des pays qui sont en train d'investir dans ce domaine, d'autres par contre d'autres pays par contre qui sont un peu paresseux. Et puis, il ne faut pas oublier le grand fléau du chômage. Merci. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Et tout d'abord, merci à Alma Lauréat pour m'avoir invité. Je m'appelle Nina Arnold et depuis 8 ans, je travaille pour la Banque mondiale. Depuis 8 ans, je suis en Europe. Depuis 1 année, je m'occupe des pays Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc, venant d'une perspective européenne, ma vision pourrait être un peu distorsionnée. La Banque mondiale a récemment publié un rapport sur l'Europe et l'ancienne Union soviétique. Ce rapport avait comme titre « Compétences et pas seulement un diplôme ». En partant du fait que beaucoup de systèmes d'enseignement et beaucoup des institutions avec lesquelles nous agissons, ce sont comme des voitures qui marchent la nuit mais sans les feux allumés. Alors, je pense que si quelqu'un allumait les feux, il n'y aurait pas de problème. Souvent, en conduisant comme ça, c'est problématique et c'est dangereux. Alors c'est une observation générale et généraliste. Cela ne s'applique pas à l'univers en dehors de l'Europe, mais à toute situation. Cela est appliqué aussi à la situation européenne. Lorsqu'on parle de transparence, etc., parler de transparence à Alma Lauréat, c'est parler à quelqu'un qui est déjà convaincu, c'est enfoncer une porte ouverte. Il y a quelques années, un important pays membre a changé sa législation dans le domaine de l'enseignement. Mais à un moment donné, ce pays ne savait plus comment gérer la situation. À ce stade, lorsqu'on a un problème, on parle des autonomies, de l'autonomie de l'université. Donc on a tout laissé dans les mains de l'université. Le ministre a dit, pourquoi n'allez pas vous développer cette stratégie? À un moment donné, les résultats ont été fournis par l'université, par toutes les universités, mais le ministère n'a pas été à même de maîtriser toutes ces données, non pas normalisées, non pas uniformes. Ah, si on avait eu Alma Lauréat pour trancher cette querelle.
Alors, pour ce qui est des politiques européennes et de la Méditerranée, ce matin, quelqu'un a dit une chose très belle. On a dit il y a trop de diplômés, il y a trop d'étudiants. On l'entend en Italie, on l'entend dans bon nombre de pays européens. En Pologne, par exemple, il y a eu un grand débat sur cette question. Les gens pensent en général qu'il faut corriger le système, qu'il faut apporter des corrections. On dit qu'il faut corriger tout cela, mais ce n'est pas vrai. En voyant les données, la situation n'en est pas ainsi. Ce que nous voyons dans beaucoup de pays européens, c'est que l'enseignement supérieur est encore la garantie la meilleure contre le chômage. Le chômage a augmenté, mais pas tellement pour ceux qui ont un niveau de formation plus élevé, et on l'a bien vu ce matin. La situation est tout à fait différente dans la situation Moyen-Orient et Afrique du Nord. On voit des taux de chômage très très élevés. Mais faisons attention et évaluons les raisons de base de ce chômage. Très souvent, nous ne savons pas grand-chose sur les diplômés, sur ceux qui sont en train de chercher un emploi. La Banque mondiale contribue avec ses moyens. Nous avons un système de benchmarking. Nous travaillons avec beaucoup d'universités de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Nous avons eu récemment un rapport sur le benchmarking des gouvernements comme outil de changement. Pour nous, ce n'est pas la question d'avoir un manque de transparence. Et nous avons beaucoup d'outils de transparence, mais il faut les harmoniser et espérons que Alma Lauréat puisse nous aider. Et puis, je voudrais faire un commentaire sur la dernière table ronde. Vu que j'ai le micro, je vais m'octroyer ce luxe. Un commentaire personnel en tant que Nina Arnold et non pas comme Banque mondiale. Je suis surprise. Bien des fois, nous parlons encore de mobilité comme s'il s'agissait de faire un plaisir à quelqu'un. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Je parle bien comme citoyenne européenne et non pas comme Banque mondiale. Ce n'est pas la situation réelle. Nous avons des problématiques démographiques énormes. Nous ne sommes qu'au début. Une année sur l'autre, la situation va devenir plus mauvaise. Vous voyez la santé, les autres systèmes, si on a de la chance, on aura suffisamment de mobilité pour compenser toutes ces problématiques. Bien entendu, tout est lié à l'enseignement supérieur. On aura moins de personnes bien formées suite à la baisse démographique, mais nous devons avoir du courage pour être plus productifs et sinon on ne va pas sortir de l'ornière. Et c'est mon constat personnel. Et on verra pas moins, mais plus de mobilité dans bien des pays. Nous devons, nous avons entendu tous azimuts, nous avons entendu qu'il faut réduire l'immigration, etc., mais cela ne va pas se produire. Nous l'avons vu dans les sud-est de l'Europe, nous avons vu que les systèmes sont trop limités, sont trop petits pour faire de peer review indépendants, pour des révisions pair indépendantes. Alors, il faut voir maintenant quelles vont être les évolutions. Et je suis heureuse du fait qu'Alma Lauréat ait des solutions tellement transparentes, des solutions qui nous permettront d'orienter les processus à l'avenir.